Correct. 3 points to Hufflepuff. Nouvelle vidéo d'analyse aujourd'hui avec le trailer des Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, qui est sorti hier et qui s'annonce plutôt prometteur au vu des images. Il est toujours réalisé par David Yates qui a pris en main la saga Harry Potter, enfin la saga Wizarding World depuis l'Ordre du Phénix. Et voilà, ce qui assure une continuité visuelle depuis maintenant 8 films. Et du coup, nous arrivons sur ce 3e épisode des Animaux Fantastiques, une série de films qui, pour le moment, a été un petit peu mitigée. Le premier épisode avait plutôt bien marché, était plein de promesses, avec un nouveau personnage campé par Eddie Redmayne, voilà, qui était différent de ce qu'on avait eu l'habitude de voir dans Harry Potter. Et avec le deuxième film, ils avaient décidé vraiment de se rapprocher vraiment de l'univers d'Harry Potter, avec des appels du pied à Poudlard, on voyait Dumbledore, voilà, c'était beaucoup plus concret, l'affiliation. C'était pas toujours très réussi, sur le deuxième épisode, j'avoue que j'ai un peu décroché, j'avais trouvé ça très laborieux en fait, en termes de narration, en termes de... Voilà, comment ils raccrochaient les wagons, ça créait même des incohérences au sein de la saga, donc c'était un petit peu décevant. D'autant que l'histoire en elle-même, y a plein de choses à raconter, donc ça partait vraiment dans des directions donc c'était le traitement qui était pas forcément très heureux, on sentait qu'il y avait beaucoup de coupes, que voilà. Et la chute finale était un petit peu inattendue et un petit peu contestable, on va dire, mais bon, à voir comment ça va être traité dans la suite. Je crois que depuis, voilà, la conception de ce 3e épisode a été quand même assez chaotique. Bon, il y a eu le Covid évidemment, il y a eu le remplacement de Johnny Depp par Mads Mikkelsen, qui peut paraître regrettable, voilà, parce que bon, c'est à cause de faits judiciaires que Johnny Depp se voit remplacé. En attendant que le procès soit clôturé, la Warner a préféré vraiment assurer ses arrières et prendre un autre comédien. Mads Mikkelsen paraît être un choix complètement réussi, puisque, bon, on va le voir là, avec les images déjà ça passe très bien, mais on sait que c'est un acteur qui a de grandes qualités pour jouer des personnages tout à fait ambigus, donc voilà, le rôle de Grindelwald lui va très très bien. Aussi, on a eu affaire à des polémiques sur J.K. Rowling directement, avec ses propos qui ont été mal perçus par beaucoup, à juste titre, et qui aujourd'hui se retrouve un peu mis en marge de l'univers qu'elle a elle-même créé. Je suis pas là pour juger qui a raison, qui a tort, mais juste rappeler, voilà, que la conception de ce film-là, Les Secrets de Dumbledore, a été quand même relativement chaotique, et que suite au mauvais retour sur le deuxième film, on sent que là ils ont essayé de reprendre en main un petit peu le truc. D'ailleurs, J.K. Rowling, qui avait scénarisé toute seule les 2 premiers films, là est accompagnée de Steve Kloves, qui avait scénarisé beaucoup de films Harry Potter, je crois, dans la première saga. Donc voilà, on sent qu'il y a eu une prise de conscience, voilà, des défauts éventuels du deuxième film, et que là ils ont essayé de corriger peut-être un petit peu ces aspects-là. Aujourd'hui, le film est annoncé pour avril 2022. J'avoue que je l'attends quand même parce que bon, c'est un univers que j'apprécie énormément, qui me réconforte beaucoup. Voilà, j'adore regarder Harry Potter, comme j'avais pu le dire sur la vidéo précédente. Et c'est vrai que cette série préquelle va, je l'espère, vraiment va vraiment retomber sur ses pieds pour arriver à faire un tout cohérent avec les 8 premiers films. Donc voilà, le trailer est sorti. Qu'est-ce qu'il montre ? Beaucoup de choses, mais à la fois très peu, comme beaucoup de trailers réussis. Mais plusieurs choses s'en dégagent là, voilà, de prime abord. Déjà, on retourne beaucoup sur Poudlard. On sent que dans la continuité du 2, ils cherchent vraiment à recentrer là-dessus, sur des éléments qu'on connaît bien. Et bon, comme le titre l'indique, voilà, le film va être vraiment recentré sur Dumbledore et sur ses secrets familiaux, ses secrets personnels, qui feront écho évidemment au final du deuxième épisode. Donc la bande-annonce commence sur un plan de Poudlard avec le stade de Quidditch tout à gauche. Voilà, un décor qui nous est très familier et qui,
pour les 20 ans du premier film, voilà, et nous fait un petit peu un appel du pied sur l'aspect nostalgique de la saga. Donc là, un vif d'or qui se balade avec un joueur de Quidditch qui le poursuit, un joueur de Gryffondor a priori. Donc voilà, toujours ces lieux un petit peu familiers. Donc là, on voit vraiment là où veut en venir la bande-annonce, c'est-à-dire que, évidemment, le film sera recentré sur Dumbledore, et là, la filiation avec la saga originale est vraiment totale, puisqu'on a l'interprète, le second interprète de la première saga, Michael Gambon, qui est là pour nous le rappeler, dans un fondu avec sa version rajeunie, interprétée par Jude Law depuis le deuxième film, qui est, je trouve, un bon choix en fait pour ce personnage, parce qu'il a en lui cette sagesse et à la fois ce petit côté malicieux qu'on connaît du personnage de Dumbledore. Donc ouais, j'avais trouvé que c'était un très bon choix, d'autant que c'est un bon interprète quand même, Jude Law, donc c'était vraiment un bon choix. Donc là, toujours dans la même continuité, on retrouve des éléments qu'on connaît. Donc là, c'est Préolard, donc c'est le village au-dessus de Poudlard, qui est enneigé, donc ça nous rappelle un petit peu ces éléments de Harry Potter 3, de différents, ou même de l'Ordre du Phénix. Donc là on voit que, je crois que c'est Norbert et peut-être son frère qui visite Préolard. Donc toujours dans cette logique d'arriver vers les secrets de Dumbledore, là on retrouve Abelfort, le frère de Dumbledore, qui a toujours l'air autant de bonne humeur que dans les films Harry Potter. Donc là, il est interprété par Richard Coyle. Voilà, donc il est toujours tenancier d'un bar à Préolard, donc je pense que c'est à peu près dans la même temporalité que le plan précédent. Oui, il était joué par Kieran Hines dans la précédente saga, et je trouve qu'on retrouve bien un petit peu cette posture, cet éclairage aussi, cette dimension un peu du personnage. Donc là, je crois qu'on est à New York, il me semble. J'ai l'impression que c'est le pont de Brooklyn derrière. Comme dans le premier film. Alors, a priori, c'est Dumbledore qui marche dans la rue. Je sais pas, est-ce qu'il essaye de retrouver la trace de Grindelwald? Je ne sais pas du tout. Donc là, on a un rassemblement. Alors, c'est vrai que la saga Les Animaux Fantastiques nous a habitués à voyager de pays en pays. Dans le premier film, c'était donc New York. Dans le second, c'était Paris, essentiellement. Là, je crois que c'est annoncé qu'on va se balader un petit peu au Brésil. Ceci dit, donc c'était un bon truc parce que ça permettait de voir aussi les communautés magiques à travers le monde, pas forcément que par le biais complètement anglais de la saga Harry Potter. Donc là, dans ce film, a priori, on est censé aller au Brésil, mais là, sur cette image, j'ai l'impression que soit on est... j'ai l'impression que c'est des symboles asiatiques sur les banderoles. J'ai l'impression que potentiellement soit on est en Asie, soit on est dans un quartier asiatique à New York, si c'est dans la continuité des plans précédents. Donc à voir, mais là à droite on a des banderoles qui font plus penser justement à des inscriptions brésiliennes. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a une sorte de rassemblement comme ça international de la communauté magique? On verra, mais a priori oui, on se dirige un petit peu là-dessus. Donc là, première image de Mads Mikkelsen dans le rôle de Grindelwald. Donc on a un petit peu abandonné ce côté peroxydé au niveau des cheveux et au teint blafard de Johnny Depp. Alors est-ce que, comme dans le premier film, on sait qu'il était capable de changer d'apparence puisqu'il avait l'apparence de Colin Farrell pendant une bonne partie du film, quasiment tout le film. Donc est-ce que c'est une nouvelle apparence qu'il se donne ou est-ce que on assume complètement le fait que ce soit un autre acteur et du coup ça passe comme si c'était toujours lui? On verra bien, mais en tout cas on n'a plus du tout le même design. Là on a un côté plus je dirais, il y a un côté un petit peu avec l'arrêt sur le côté, avec le costume un petit peu sombre comme ça. Il y a un côté qui fait écho un petit peu évidemment aux heures sombres de l'histoire du XXe siècle. Donc ce redesign du personnage est intéressant, on verra comment il est intégré au film. En tout cas, Mads Mikkelsen, bon, comme je le disais, je trouve que c'est un acteur qui est capable vraiment de jouer sur cette corde ultra sensible, ultra ambiguë. Il est capable vraiment d'apporter beaucoup à ce personnage,
Peut-être que Johnny Depp, alors moi je l'avais trouvé assez convaincant dans le rôle, peut-être que Johnny Depp est trop... Enfin, qu'on a trop cet attachement à lui dans des rôles de bonnes personnes, donc peut-être qu'il a moins cette dimension-là sur la brèche. Là, Mads Mikkelsen, clairement, en 2 ou 3 images dans le trailer, il en impose beaucoup. Donc à la fois je suis un peu mitigé parce que j'aime bien quand même qu'il y ait une continuité dans les comédiens, que voilà, qu'il n'y ait pas de recast comme ça en plein cours de saga. À la fois je trouve que quand même Mads Mikkelsen est vraiment un très bon choix de casting. Donc, très mitigé là-dessus, mais voilà. Donc là, bon, on voit qu'il porte la baguette de Suro, hein, voilà, toujours. Donc là, a priori, c'est Norbert Dragono, donc avec sa petite créature, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. On a l'impression que justement, là, ça se passe plutôt au Brésil, on a l'impression que c'est sur l'Amazonie qu'il se trouve, sur un petit radeau. Voilà, ça, il y a un côté un petit peu aventure à la Indiana Jones, là, d'un coup. Donc voilà, on les retrouve sur le plan suivant, qui, je pense, a priori est dans la même continuité. Donc là on retrouve plusieurs personnages qu'on connaissait des premiers films, donc Jacob, le frère de... Il y a aussi le frère de Norbert Dragono. 3 autres personnages dont le nom m'échappe, je me souviens même plus s'ils ont été introduits dans le 2, je crois que oui. Qui se retrouvent dans un train et qui évoquent... Enfin voilà, on sent qu'ils constituent une équipe pour lutter contre Grindelwald. Un peu à l'instar de l'Ordre du Phénix, plus tard dans l'histoire. Donc là, on rappelle, à juste titre, que Jacob est un moldu, et que par conséquent, il n'est pas censé avoir de pouvoir. Mais là, on nous sort un truc du chapeau, littéralement, comme quoi Dumbledore ferait don d'une baguette à Jacob. Alors, il y a 2 ou 3 questions qui me viennent suite à ça. Qu'est-ce que cette baguette peut apporter à Jacob, dans le sens où Jacob n'est pas sensible à la magie, on le sait depuis le premier film. Est-ce que du coup ils vont faire en sorte que qu'une sensibilité magique émane de lui comme ça au bout du 3e film? Ça me paraîtrait un peu gros. Est-ce que du coup c'est une baguette un peu spéciale qui permet à celui qui la tient de pouvoir faire des sorts ou des sortilèges, voilà. C'est pareil, ça fait un petit peu forcé, et je trouve que ça me rappelle un petit peu ce que je reprochais notamment à la nouvelle trilogie Star Wars, à savoir que du coup les règles du jeu étaient sans cesse réinventées, que des personnages pouvaient avoir de nouveaux pouvoirs comme ça, sortis du chapeau. Et franchement c'est un aspect que j'avais vraiment détesté sur les 3 derniers Star Wars. Donc j'espère vraiment que ce ne sera pas un truc sorti au chausse-pied, parce que ce serait vraiment insupportable. Je trouve que quand on crée un univers, comme celui de Star Wars ou celui d'Harry Potter, et qu'on réussit comme ça à faire admettre un monde aux spectateurs, avec des règles simples mais claires et efficaces, je trouve que c'est un manque de respect au bout d'un moment de redistribuer les cartes et de faire en sorte que les choses changent, les règles changent comme ça au bon vouloir des scénaristes, parce qu'ils ont besoin de faire en sorte que par exemple là Jacob ait des pouvoirs pour l'intégrer un petit peu mieux au scénario. Je trouve que c'est un peu facile, que c'est un petit peu... que c'est un peu du manque... Ouais, c'est un manque de respect clairement vis-à-vis des spectateurs, parce que du coup on leur dit bah voilà, tout ce que vous avez cru jusque-là, toutes les règles qu'on a vues ensemble, tout ce que vous avez appris à aimer et à connaître au fur et à mesure des films, bah finalement on va un petit peu changer le truc, parce que là on a besoin de faire en sorte que tel personnage avance de telle manière. Et cette dimension-là, je la trouve un petit peu chiante, parce que du coup c'est... Voilà. Alors je sais pas, hein, peut-être que ce sera autre chose là dans les Animaux Fantastiques, mais de la manière dont c'est présenté, bah on a l'impression que d'un coup, voilà, Jacob va se retrouver avec des pouvoirs magiques, et sorti de nulle part et très mal expliqué. Faudrait voir à ce que ça soit un petit peu mieux intégré au film quand même. Donc là, retour à Poudlard avec la partie de Quidditch, je pense que on est à peu près dans la même temporalité que les 2 premiers plans de la bande-annonce. Donc Jacob vient pour la première fois à Poudlard, c'est l'ancienne école évidemment de Norbert et de son frère, et il rencontre Albus Dumbledore, donc qui est toujours interprété par Jude Law, et qui, je sais pas si dans cet épisode il sera directeur de Poudlard, ou s'il sera simple professeur comme dans les Crimes de Grindelwald. Et d'ailleurs je sais même
plus combien de temps il se passe entre le 2 et ce 3e épisode. Est-ce qu'il y a un certain nombre d'années ou est-ce qu'on est vraiment dans la suite directe? Je sais pas, parce que les personnages ont pas forcément l'air d'avoir beaucoup vieilli. Et là on retrouve un bref échange entre Albus Dumbledore et Aberforth, donc les 2 frères, où son frère lui reproche de partir, enfin sous-entend un reproche du fait qu'il s'en aille pour combattre, chose qu'on connaît parce que c'est quelque chose dont Aberforth parle dans les Harry Potter, du fait que qu'Albus a sacrifié sa famille, est souvent parti en fait à droite à gauche pour notamment cette histoire avec Grindelwald. Et du coup là on a concrètement l'illustration avec ce très très bref échange, notamment de regards. Donc là je crois qu'on est au même rassemblement que tout à l'heure, parce qu'on a les mêmes banderoles mais sous un autre angle. Et là voilà, on arrive sur Croyance. Donc c'est un des personnages centraux de cette nouvelle saga des Animaux Fantastiques, puisque notamment sur le final du 2e épisode, ça le place vraiment au centre de l'attention. Et là, il y a un élément sur le plan qui fait écho justement à cette dernière révélation des crimes de Grindelwald. C'est ce phénix, voilà, donc je sais pas si c'est Fumsec ou un autre, mais en tout cas, qu'il rapproche de Dumbledore, qui le raccroche à son histoire. Donc voilà, en tout cas, Ezra Miller est de retour pour donc avec un nouveau design. Je crois qu'il a les cheveux plus longs que dans le 2e épisode, mais enfin bon. Il est de retour dans le rôle de Croyance, qui aura peut-être un autre nom dans ce film, on va voir. J'avais été pour l'instant qu'à moitié convaincu par l'interprétation d'Ezra Miller. Je trouve que c'est un bon comédien, il a de grandes qualités. Maintenant, sa façon de s'inscrire dans des grosses machines comme la saga Harry Potter, ou comme dans le rôle de Flash par exemple dans Justice League, je sais pas encore, je trouve c'est un acteur qui a beaucoup d'étrangeté, c'est-à-dire qu'il porte vraiment quelque chose en lui d'assez singulier, et je sais pas s'il arrive à bien l'intégrer dans les grosses machines qui sont quand même assez formatées. Je sais pas, après c'est un personnage qu'on sait assez trouble, qui est en pleine recherche de son identité, de son passé et tout ça. Peut-être qu'à terme ça va être bénéfique au personnage, mais pour l'instant je trouve qu'il a pas encore bien pris ses marques dans la saga. Alors j'espère vraiment qu'il le fera sur ce troisième épisode. C'est tout le mal que je peux lui souhaiter. Mais jusque là j'ai été qu'à moitié convaincu par lui. Donc là on retrouve Jacob et Queenie, je crois, ouais, qui s'étreignent après la séparation du 2e film, puisqu'elle choisissait de rejoindre le camp de Grindelwald. Est-ce que c'est un flashback? Parce que je crois qu'on est dans il me semble qu'on est dans la pâtisserie de Jacob, enfin bon bref. Donc retour de Queenie dans l'intrigue. Alors ce collier, j'ai un trou, alors soit j'ai un trou de mémoire et je sais plus du tout de quoi il s'agit, et du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça peut être, ou alors c'est un nouvel artefact et du coup je peux pas en savoir plus, mais voilà, c'est quelque chose qui a l'air rattaché au passé de Dumbledore, ou en tout cas à ses secrets. Et voilà, là on revient sur Norbert Dragono, qui quand même est censé être au centre de l'intrigue, enfin au centre de cette saga, avec l'intervention des sortes de scorpions, voilà. Donc là on a un aspect un petit peu comique avec cette espèce de danse pour les amadouer. Voilà, parce que c'est un aspect qui avait été reproché aussi au 2e film, parce que le premier nous faisait le film s'appelle Les Animaux Fantastiques, donc le premier film respectait un petit peu ce truc-là, de nous présenter tout un bestiaire en fait de créatures. Et le 2e film avait un petit peu oublié ce côté-là. On avait une scène à un moment dans la malle de Norbert, mais c'était assez... le titre Les Animaux Fantastiques devenait un petit peu anecdotique. Et là j'ai l'impression que dans le 3e on a ce retour un petit peu des créatures. Donc là il y a ces scorpions, et je crois plus tard aussi il y a une espèce de créature ailée, et puis voilà, on revient un petit peu à ce côté-là de galerie de bestiaire, de créatures. Et c'est sympa parce que ça permet de vraiment justifier aussi ce choix de partir sur les animaux fantastiques. Et donc là on a une attaque, je crois, d'un énorme scorpion derrière, donc
potentiellement est la mère, un peu comme dans Harry Potter où il y a les petites araignées puis il y a la mère qui arrive à un moment. Là, il y a les petits scorpions et il y aurait la mère scorpion qui les attaquerait beaucoup plus violemment. Donc là, on voit Jacob du coup se servir de sa baguette. Alors est-ce que c'est une baguette qui finalement n'aurait pas de pouvoir, un petit peu comme le sérum là qui donne confiance en soi à Ron pendant la partie de Quidditch? Est-ce que c'est juste un truc pour donner du courage et une certaine vaillance à Jacob? Peut-être. Mais en tout cas, voilà, là on sait qu'il sort cette arme pendant ce qui semble être une bataille, donc elle a potentiellement une utilité. Dans cette même scène, puisque là on voit qu'il y a les mêmes applis, notamment sur le côté, enfin que le décor est le même, on a le retour de Queenie, mais du coup qui a un design différent de tout à l'heure, qui là est blonde, beaucoup plus froide, beaucoup plus glaciale que tout à l'heure, et qui là, ça paraît logique par rapport à la fin du 2 où elle rejoint Grindelwald. Est-ce qu'elle fait partie de ses lieutenants? En tout cas, là on sent qu'elle fait partie de ses partisans complètement. Là, il y a ce nouveau bâtiment qui est assez intéressant parce que du coup on a l'air d'être dans de grandes altitudes. Est-ce que là du coup on est au Brésil dans une sorte de dans des sortes de vestiges Inca ou enfin voilà, je sais pas trop. En tout cas, on retrouve Grindelwald dans ce qui semble être le haut du bâtiment. Est-ce que c'est un temple magique ou quelque chose? Est-ce que c'est une sorte de lieu de culte de la magie noire ou peut-être même sûrement, j'ai l'impression. En tout cas, ouais, Matt Mikkelsen a vachement la classe quand même dans le personnage. Donc là, j'ai quand même hâte de le voir à l'œuvre. Alors là, c'est pareil, je sais pas si on est dans le même décor, on voit des pierres blanches derrière, mais après, c'est la magie du montage dans les bandes annonces. Mais en tout cas, voilà, Dumbledore assez choqué par ce qu'il a l'air de voir. Là, on voit Grindelwald dans un bain, peut-être pareil dans ce temple, je sais pas, quelque chose qui le permettrait de se régénérer ou de changer justement d'aspect, ou j'en sais rien. Mais voilà, c'est assez mystérieux pour l'instant tout ça. Donc là, cette scène-là m'a beaucoup plu parce qu'elle fait vraiment directement suite aux révélations du deuxième épisode. Aux révélations ou manipulations peut-être de Grindelwald, on sait pas encore si tout ça est avéré. Mais en tout cas, on a croyance qui fait face à Albus, Dumbledore, et qui semble tout à fait énervé contre lui, et on sent que Dumbledore n'a pas forcément envie de répliquer par la force, puisqu'il décide de se télétransporter, plutôt que d'user de la violence. Donc on sait pas, il se retrouve un moment plus tard dans la bande-annonce, mais j'ai hâte quand même de confirmer ou non les révélations du deuxième épisode, parce que c'est quelque chose qui m'avait un petit peu pareil que pour le truc de la baguette dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que on a un personnage qui est dessiné par les 8 premiers films et les 7 romans de J.K. Rowling, avec un frère, une sœur. Et d'un coup, en fait, le deuxième film d'une saga préquelle nous révèle un petit peu un autre background. Et je trouve que c'est un petit peu prendre les gens, voilà, un peu comme pour Star Wars encore une fois, je trouve que c'est un petit peu prendre les gens pour des billes à un moment donné, puisqu'on réinvente à chaque fois le truc. Et je sais pas dans quelle mesure ça va être avéré ou non dans ce film, mais il y a intérêt à ce que ce soit vraiment bien écrit pour que ce soit acceptable. Retour sur la salle sur demande, avec cet objet au milieu. Alors je crois pas le connaître, je suis désolé si c'est peut-être quelque chose qu'on a déjà vu, mais en tout cas ça m'échappe pour le coup. Et donc retour sur la salle sur demande avec Norbert, Jacob et tout ça. Je pense qu'on est dans la même temporalité que quand ils viennent visiter Poudlard tout à l'heure, comme on a vu tout à l'heure. Et donc là, Dumbledore les attend, je pense, pour décoller quelque part. Donc a priori c'est un porte au loin qui les transporte quelque part. Peut-être c'est pareil, on a vu les inscriptions, peut-être que c'est un rapport avec justement le Brésil ou quelque chose comme ça. Et c'est peut-être là le point de départ de leur aventure. Donc là voilà, on a cette créature qui est ni un dragon ni un oiseau, mais enfin voilà, quelque chose qui rappelle justement qu'on est dans les animaux fantastiques. Et je crois que c'est Norbert qui est attaché en bas à sa queue. Donc ouais non, c'est cool d'avoir ce retour là des animaux, à voir comment ça sera dosé
dans l'histoire et comment ça va s'intégrer dans l'histoire de Dumbledore aussi. Donc, mais en tout cas, le design est cool. Donc là, retour de la petite créature en feuillage là, qui est très attachante. Nouvel affrontement entre croyance et Dumbledore. Et là encore, on a cette posture de Dumbledore qui rappelle, qui montre qu'il n'a pas forcément envie d'user de la force, mais plutôt de contenir la rage de croyance à son égard. Donc peut-être que ce sera le moment dans le film où les révélations du deuxième film seront confirmées ou infirmées. En tout cas, ça promet des scènes plutôt sympas. Et on termine le trailer du coup sur un petit clin d'œil à la saga Harry Potter avec l'attribution de quelques points pour Poufsouffle, donc qui rappelle un petit peu quand Dumbledore âgé valorise ou non les maisons avec l'attribution de points. Donc voilà, le film le trailer se conclut sur pareil, une petite scène qui rappelle les films Harry Potter, avec là on est au réfectoire avec là on est au réfectoire, un endroit qu'on connaît vachement bien avec les films, avec Jacob qui justement parle de cette baguette, comme quoi elle est puissante et qu'elle lui a été offerte, je sais plus, à Noël. Donc c'est un trailer qui a beaucoup de promesses, qui a beaucoup de pain sur la planche parce que il doit corriger les erreurs du deuxième film, remettre au centre un petit peu de l'attention cette saga Harry Potter, qui si elle est toujours en grande forme auprès des fans, a peut-être pris un petit peu de plomb avec justement l'échec relatif du deuxième Animaux Fantastiques, et voilà, c'est cette production un petit peu chaotique du troisième film. C'est un film qui a beaucoup de choses sur les épaules. J'ai vraiment envie d'y croire parce que Mads Mikkelsen, parce que Jude Law, parce que voilà, tout un casting qui est quand même vraiment très sympa. Maintenant, il y a quelques inconnus, par exemple, où est passée Tina dans le trailer, on la voit absolument plus. Donc peut-être qu'elle a une place spéciale. A priori, l'actrice est quand même annoncée sur la fiche du film, donc où est-ce qu'elle est, enfin voilà, on sait pas trop encore. On a jusqu'à avril pour spéculer là-dessus, mais et puis voir d'autres bandes annonces où potentiellement elle se trouverait, mais pour l'instant en tout cas la promo est vraiment centrée sur Dumbledore. C'est assez logique puisqu'en ce moment il y a quand même les 20 ans du premier film, qu'il va y avoir la réunion des acteurs de la première saga sur HBO au mois de janvier. Et donc on joue à fond la carte de la nostalgie. En plus le film s'appelle Les Secrets de Dumbledore, donc on sera vraiment sur a priori ce rapport à croyance et cette inimitié à la fois amour-haine avec Grindelwald. Donc tout ça raccroche un petit peu à tout ce qu'on connaît et ce qu'on espère connaître de Dumbledore. Donc rien que pour ça le film, moi je l'attends quand même beaucoup. Bon, David Yates, ça n'a jamais été un réalisateur qui m'a emballé totalement. Je pense que c'est un bon metteur en scène, qui sait faire des images et qui a sûrement beaucoup apporté à la saga Harry Potter. Maintenant, je trouve que c'est peut-être quelqu'un qui manque un petit peu d'envergure dans les scènes d'action, dans les scènes épiques, on va dire, il manque peut-être un peu de souffle par moment. Mais bon, voilà, en tout cas, il a pour l'instant bien mené son truc depuis l'Ordre du Phénix, donc je lui fais confiance pour arriver à créer un spectacle qui soit à la fois narrativement qualitatif, qui raccroche les wagons avec Harry Potter. Je sais pas si du coup les plans initiaux, à savoir de faire 5 films Animaux Fantastiques, vont être respectés, parce que je pense ils se sont beaucoup réinventés depuis les annonces qui avaient été faites au moment du deuxième film. Peut-être qu'on n'aura que 3 films, mais auquel cas ça serait la conclusion de cet arc-là. Mais bon, j'ai du mal à y croire, parce que c'est quand même une saga qu'il faut arriver à faire vivre, donc je pense qu'il va y avoir encore et encore d'autres épisodes. Voilà, en tout cas c'est tout ce que j'avais à dire sur ce prochain volet des Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. J'espère qu'il me décevra moins que l'avait fait les Crimes de Grindelwald, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser en commentaire ce que vous aurez pensé de ce trailer, quelles sont vos théories, quels sont les trucs où j'aurais à peu près tout faux, ou voilà, par rapport à ce que j'ai dit.
Donc n'hésitez pas à me dire tout ça, et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao!